Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour tout le bonjour. monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être présents pour ce webinaire autour de la collaboration cross-tenante. Merci à tous. Est-ce que vous pourriez simplement nous préciser dans le chat que vous n'avez pas de problème de son, que vous nous entendez bien, que vous voyez bien les slides? Voilà, il n'y a pas de soucis particuliers. Pas de réponse. Bon, j'espère que ça va aller. Ah si, bon, c'est bon, c'est en train de taper. Oui, vous nous entendez? OK, bon, super, génial, merci beaucoup. Donc merci à tous pour votre présence à ce nouveau webinaire qui s'inscrit dans une série en fait, de webinaires qu'on anime, notamment avec Mickaël, mais avec d'autres personnes. Mickaël, toi, tu as un petit peu la partie migration de tenante, collaboration cross-tenante. Essaye d'environner un peu tous les sujets justement de tout ce qui est l'univers un peu collaboratif à l'intérieur d'une entreprise, avec une sacrée casquette M365. Donc du coup, voilà, on a le plaisir de t'avoir avec nous. Quelques mots au démarrage. Donc, ce webinaire, donc, comme je l'expliquais au début, donc, ça s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition. On a beaucoup de webinaires qu'on anime chaque semaine dans nos métiers, donc dans les métiers de l'infra. Donc, effectivement, il y a du collaboratif, il y a du digital workplace, on retrouve du cloud, du DevOps, de la cyber, beaucoup de sujets, de la data, de l'IA, beaucoup de sujets qu'on met à disposition et pour lequel vous pouvez participer librement. Et puis, des livres blancs, des articles, des replays, donc voilà, beaucoup de choses qui sont sur notre site internet. Donc si vous êtes curieux de ces ressources, n'hésitez pas à vous y connecter ou à me faire un mail. Je mettrai mes coordonnées en fin de session s'il y a certains sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Très rapidement, donc Synapsys, nous sommes une société de conseil, une société d'expertise spécialisée dans les infrastructures informatiques. On a un certain nombre d'expertises, je les ai citées juste avant. Voilà, dans le monde de l'infra, donc la cyber, le DevOps, le cloud, le modern workplace, la data, l'IA. Et on accompagne donc nos clients, des grandes entreprises, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire dans leurs projets, que ce soit sur de l'assistance technique ou des projets au forfait qu'on peut adapter vraiment sur mesure aux besoins. On est 180 consultants présents en France, à Lille, à Lyon et à Paris. Et nous avons également un bureau à Kuala Lumpur. Voilà pour la courte présentation de l'entreprise de Synapsys. Merci encore à toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. Mickaël, je te laisse te présenter et puis dérouler. Je sais que tu veux faire une présentation très participative, collaborative. Donc, du coup, voilà, ce sera l'occasion vraiment de poser vos questions dans le chat et de faire en sorte que ce soit vivant. Voilà. Mickaël, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous, merci de venir à cette table ronde. Je me présenterai très brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, du coup, moi, je suis architecte Microsoft Collaboration. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur Microsoft 365 avec pour principale casquette la gestion des identités, la gestion de la messagerie et des autres services M365. Donc évidemment, de par cette expérience-là, je dois déployer de temps en temps d'autres fonctionnalités qui viennent se greffer à cette casquette-là, dont le cross-tenant synchronisation. Voilà. Donc en préambule, je voulais vous dire que, comme l'a évoqué Nathalie, je souhaiterais que la table ronde soit participative, en fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à les poser pendant la présentation. On est peu nombreux aujourd'hui, donc surtout, n'hésitez pas. Aussi, je souhaite que ça soit participatif parce qu'en fait, finalement, le cross-tenant de synchronisation, je voulais vous le dire en introduction, mais je vais vous le dire maintenant. En fait, finalement, ça a été déployé par Microsoft en preview en janvier 2023 et c'est venu en prod mi-2023. Ce qui fait que c'est relativement neuf. Il se trouve que moi, j'ai la chance de pouvoir vous faire un retour d'expérience pour l'avoir mis en production déjà chez des clients, et notamment chez un gros client. Donc voilà, à ce titre-là, je souhaitais échanger avec vous, plus que ce soit une simple
présentation de ma part. Voilà. Donc, écoutez, merci pour votre engagement. Si vous souhaitez poser des questions, surtout, n'hésitez pas. Merci, Mickaël. Je te laisse du coup passer les slides. Ouais, ok. Et puis, ouais, n'hésitez pas dans le chat. N'hésitez pas à intervenir. Merci. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc comme évoqué, le cross-tenant de synchronisation. L'idée derrière tout ça, ça va être d'adopter la bonne trajectoire quand on a des enjeux qui sont tels. Le sommaire aujourd'hui, ça va être une brève introduction que j'ai déjà commencé en partie. On va évoquer dans quel contexte on va avoir besoin du cross-tenant de synchronisation, quelle vision stratégique se cache derrière ce contexte-là. Évidemment, on va faire un petit tour du côté de l'architecture et du fonctionnement du cross-tenant de synchronisation. On va évoquer quelques aspects techniques. Alors, ceux qui s'attendent à une présentation très poussée techniquement avec un partage d'écran, ça ne sera pas le cas parce qu'il faut que je m'adapte à toutes les populations que l'on a aujourd'hui dans la table ronde. Mais en revanche, si vous avez des questions très techniques, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Enfin, on va parler de la gouvernance et de la gestion de projet parce que c'est des chapitres qui sont très importants lorsqu'on va déployer du cross-tenant de synchronisation. Enfin, on va évoquer la roadmap et le positionnement par rapport à cette dite roadmap. Et puis ensuite, en conclusion, j'espère qu'on échangera un petit peu tous ensemble. Voilà. Donc, en introduction et en contexte, il faut savoir que le cross-tenant de synchronisation, il s'inscrit dans une fonctionnalité plus globale de Microsoft 365 qui s'appelle le multi-tenant organisation. Alors, je ne vous cache pas que le cross-tenant sync, c'est la fonctionnalité principale du multi-tenant organisation. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler ou même déployer du multi-tenant organisation, voire du cross-tenant sync? N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me répondre soit de voix orale ou dans le chat, parce que du coup, ça me permettra, moi, d'adapter un petit peu mon discours en fonction de l'audience que j'ai. Voilà. Donc, je vais vous présenter très brièvement en fait, le multi-tenant organisation. C'est 3 briques. Grosso modo, la première brique, ça va être la collaboration dite basique intertenante. Ça va être la fédération avec Teams. La fédération avec Teams, c'est donner la possibilité à nos utilisateurs en fait, de communiquer avec des tenantes, des domaines distants en fait, et aussi de voir le FreeBSD, c'est-à-dire la disponibilité de votre utilisateur distant. Donc ça, c'est une brique. Enfin, la deuxième brique et la brique majeure qu'on évoque aujourd'hui, c'est le cross-tenant sync. Le cross-tenant sync, je ne m'étends pas trop maintenant dessus parce qu'on va voir en dessous ce que c'est. Et la troisième brique du multi-tenant organization, ça va être la fusion en fait des contacts dans la global address list. Parce qu'en fait, quand on fait de la collaboration entre deux tenantes, bien souvent, un collaborateur, quand il va taper le nom d'un utilisateur distant dans Teams ou dans Outlook, il va voir apparaître 2 contacts. Il va voir le guest et il va voir le contact externe. Et ça peut amener quelques confusions, dans le sens où si on envoie un mail au guest, le mail ne sera jamais reçu parce que l'adresse du guest, ce n'est pas une boîte de messages derrière, par exemple. Donc, du coup, c'est ce que permet cette troisième fonctionnalité dans le multi-tenant organisation, c'est de fusionner ces 2 contacts et du coup, on oublie toutes les confusions pour les utilisateurs finaux. Voilà. Donc, ça, c'était le petit préambule dans quoi s'inscrit plus globalement le cross-tenant sync au sein de Microsoft 365. Donc, je vois, David, que tu l'as mis en place entre 2 tenantes. OK, super. Donc, tu auras aussi un petit retour d'expérience à faire, si tu le souhaites, évidemment, à partager avec nous. Donc, le contexte pour un cross-tenant, ça va être la multiplication, le contexte principal, j'entends, la multiplication des fusions et des acquisitions. Donc, effectivement, quand on est dans un contexte de fusion et d'acquisition, on a évidemment des besoins de collaboration avec les tenantes distants. Donc, les problèmes qu'on peut rencontrer, ça va être la duplication des identités, la duplicité des identités, une petite complicité de gouvernance, ça engendre aussi des risques de sécurité.
Je vous dirai un petit peu plus bas comment répondre à ces potentiels risques de sécurité. Et évidemment, l'objectif du cross-tenanting, ça va être de répondre à ces questions-là grâce à une synchronisation automatisée et des identités gouvernées de manière uniforme entre chaque tenante. Donc la vision stratégique que l'on a derrière tout ça, ça va être dans un premier temps la réduction des coûts d'administration. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas mis en place le cross-tenanting, ça demande juste de collaborer avec de l'Azure B2B classique, par exemple. Ça va demander beaucoup plus de clics de la part de l'administrateur, de l'utilisateur final, de toutes les ressources en fait impliquées dans le process. Donc, du coup, en mettant en place le cross-tenanting, on va réduire le nombre de clics et fatalement le temps passé sur chacune des actions et donc une réduction des coûts d'administration. Enfin, ça va permettre évidemment d'améliorer grandement la collaboration inter-entité. Et là, je parle principalement pour les utilisateurs finaux. Parce qu'eux, ils n'auront plus nécessairement de questions à se poser, à savoir, tiens, est-ce que j'ai reçu l'invitation pour participer à telle équipe? J'ai bien cliqué sur le lien ou pas? Enfin bon, plein de petites questions comme ça en bout de ligne qui font une différence majeure. Et évidemment, d'un point de vue chefferie de projet, eh bien, on accélère grandement la transformation, en fait, évidemment. Parce que du coup, on a beaucoup moins de questions à se poser de la même manière que les utilisateurs finaux en avaient précédemment. En termes de chefferie de projet, c'est la même chose. Et les cas d'usage, comme évoqué précédemment, on est toujours sur l'intégration de filiales, programmes multi-entreprises, gestion centralisée des externes. Voilà. Ensuite, l'architecture et le fonctionnement. Donc, en termes d'architecture et de fonctionnement, on est plutôt sur des choses assez simples. Bien qu'elles soient simples, il faut quand même prendre en considération un certain nombre de choses. On a un tenant de source qui va synchroniser automatiquement vers un ou plusieurs tenants de cible, sachant que cette synchro, elle peut être unilatérale, évidemment, ou bien elle peut être dans les deux sens. Voilà. Petit retour d'expérience. Je l'ai déployé dans un contexte de 40 000 utilisateurs. On en avait 15-20 000 d'un côté, 15-20 000 de l'autre à peu près. Et on l'a déployé dans les deux sens. Voilà. Et grosso modo, on a procédé de la manière suivante. On a d'abord fait un POC sur des tenants de test, parce qu'évidemment, les deux entités avaient des tenants de test, donc à petite échelle. Et ensuite, on est passé à la mise en prod. L'architecture, elle est basée sur du Microsoft Entra-ID Provisioning plus Azure AD B2B. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller faire un petit tour déjà dans l'interface admin qui permet de gérer le cross-tenant de synchronisation, on a du provisioning on demand. Donc, ça veut dire qu'on peut pousser admettons, notre solution est en place, mais on peut malgré tout aussi pousser un utilisateur à la synchronisation vers le tenant de cible. Ça s'appelle du provisioning à la demande. Voilà. Ensuite, la synchronisation, elle est configurable de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va pousser des utilisateurs des groupes, mais on a aussi le loisir de choisir quels attributs on va envoyer dans le tenant distant. Ça, ça a effectivement un intérêt, c'est-à-dire que une fois que les invités, les utilisateurs invités ont été poussés dans mon tenant, je vais avoir la possibilité de créer, disons, des groupes dynamiques et je vais pouvoir me baser sur un attribut qui va être, par exemple, le company name ou alors le département. Par exemple, on va dire les utilisateurs de la société source, dans l'attribut département, ils vont avoir département vente, admettons. Eh bien, moi, en bout de ligne, je vais avoir le loisir de créer un groupe dynamique qui dit tous les utilisateurs invités qui ont l'attribut vente, je vais les mettre dans ce groupe-là. Et ce groupe-là, évidemment, il sera membre d'un Teams, d'un SharePoint. Voilà. Donc, ça permet vraiment d'uniformiser les cas d'usage. Et enfin, évidemment, un petit socle très, très important, ça va être la sécurité. Donc, à travers l'accès conditionnel, la traçabilité et la gouvernance qui est intégrée. J'entends quoi par là? La sécurité, c'est une brique très, très importante.
il faut savoir une chose. Quand on configure du cross-tenant sync, on a la possibilité, en fait, de faire confiance aux jetons de MFA ou alors de compliant, de device compliant du tenant de source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, moi, je suis un utilisateur du tenant de source. J'ai satisfait le MFA une première fois pour me connecter au service de mon entreprise. Très bien. J'ai été synchronisé maintenant dans un tenant de cible. Je vais switcher de Teams dans mon Teams à moi. Je vais switcher et je vais passer sur le Teams de l'entreprise partenaire. Eh bien là, si dans le cross-tenant sync, vous avez configuré en disant je fais confiance au jeton d'authentification du tenant de source, eh bien moi, en tant qu'utilisateur, je n'aurai pas besoin de refournir une preuve de MFA parce qu'on a fait confiance en fait au jeton du tenant de source, par exemple. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expérience utilisateur, évidemment, elle est simplifiée, mais en plus, moi, de mon côté, je n'ai pas abaissé le niveau de sécurité exigé pour que les utilisateurs invités accèdent à mes données et à mes ressources. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je vais un peu vite ou pas, mais surtout, n'hésitez pas. David, j'ai dû souscrire à une licence P1 pour automatiser le processus. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Alors, il se trouve qu'avec une licence, ça ouvre le service et on peut le configurer. En revanche, on a eu la confirmation de Microsoft. Chaque utilisateur bénéficiant du cross-tenant sync doit être couvert par une licence. Voilà. C'est une information que je distille comme ça. Ça fait partie des… comment dire, historiquement, Microsoft a déjà utilisé ce genre de système. Je pense notamment au SSPR, Self-Service Password Reset. C'est-à-dire que si on donne la possibilité à un utilisateur de resetter son mot de passe face à Entra ID, historiquement, on n'avait besoin que d'une licence et ça ouvrait le service pour tous les utilisateurs. Sauf qu'en réalité, ils veulent qu'il y ait une licence par utilisateur. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté. Donc, une fois qu'on a abordé ces questions d'architecture et de fonctionnement, on se plonge un petit peu plus dans l'aspect technique des choses, que j'ai brièvement évoqué d'ailleurs. Hein. Mais dans les aspects techniques des choses, en termes de déploiement, ça va se faire donc via le portail Intra-ID. On peut aussi le faire en PowerShell, mais honnêtement, l'interface graphique est très intuitive et ne bug pas. La configuration, ça va être de définir les tenantes sources et cibles et des attributs qu'on va synchroniser, c'est-à-dire le scope des utilisateurs, le scope des groupes et les attributs qu'on va pousser chez le voisin, évidemment. J'avais un petit quelque chose à vous dire par rapport à ça. J'y reviendrai si ça me revient. La latence moyenne, la synchronisation, en fait, elle se fait toutes les 40 minutes. Pardon, elle se fait toutes les 2 heures, mais elle prend 40 minutes à peu près. Là, point d'alerte pour ceux qui ont prévu de synchroniser donc, leurs identités dans des tenantes. La première synchronisation est beaucoup plus longue. Donc, moi, sur un contexte donc, de 40 000 usagers à peu près, donc 20 000 de chaque côté, on a appuyé sur le bouton pour partir en production et au bout de 2 heures, rien s'était passé. 3 heures, 4 heures, rien s'était passé. Donc là, on se grattait la tête et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc on a mis Microsoft sur le coup, qui n'a pas trop su nous répondre non plus. Et bref, on est revenu le lendemain, et en plein après-midi, eh bien, les utilisateurs invités sont arrivés dans les 2 tenantes respectives. Donc ça, pour 40 000 utilisateurs, ça a pris à peu près 16 heures. Voilà. Donc ça vous donne un ordre d'idée, quoi. C'est pas immédiat. J'entends par là que la première synchronisation, créer nos identités dans le tenant distant, est beaucoup, beaucoup plus longue. Ce qui nous a surpris, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu Intra-Connect, par exemple, anciennement Azure AD Connect, même une globale, on va dire une full sync, ne prend pas autant de temps. Une full sync sur un contexte à 40 000 utilisateurs, à 20 000 utilisateurs, ça va prendre 2 heures, quoi, vous voyez. Donc là, 16 heures, c'était vraiment, vraiment, vraiment long. Maintenant, depuis qu'on l'a fait, est-ce qu'ils ont amélioré le temps de synchronisation pour la première synchronisation? Ça, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un retour dans le chat? Dites-nous.
Et enfin, un dernier aspect technique à prendre en considération, c'est la supervision via log et alerte Azure AD Provisioning. Donc là, j'aborde deux logs différents. Dans le cross-tenant sync, il y a effectivement un petit onglet qui nous permet de voir les logs d'erreurs de synchronisation. Donc, si un utilisateur est en erreur, on va en connaître la raison. Je dois dire que pour l'instant, les logs ne sont pas toujours très, très pertinents. Donc, ça demande toujours, mine de rien, un petit approfondissement du point de vue de l'administrateur. Si notre synchronisation en elle-même a un problème, la synchronisation n'est pas survenue pour X raisons, on va aussi avoir un log pour ça. Et enfin, on a des logs dédiés au provisioning, comme mentionné précédemment. Donc, je vois qu'il y a des petites questions dans le chat. Cela veut dire, Romain, cela veut dire que les membres du tenant A deviennent guests du tenant B et inversement. Effectivement, Romain, ouais, tout à fait. Donc, comme je le disais, ça peut être unilatéral, c'est-à-dire qu'on peut faire le choix de pousser nos utilisateurs en tant que guest vers un tenant, mais pas nécessairement dans l'autre sens. Bien souvent, malgré tout, la collaboration, elle se fait dans les deux sens. Donc, du coup, on configure le cross-tenant sync des deux côtés, dans les deux tenantes. Voilà. Cela veut dire qu'il n'y a pas de log de la synchro pour monitoring. Alors, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. On peut même maintenant plugger du Sentinel sur notre, par exemple, sur notre cross-tenant sync et monitorer tout ça tranquillement. Voilà. Mais au début, c'est vrai que nous, quand on l'a mis en place, c'était en preview. On n'avait même pas d'onglet log, en fait, tout simplement, sur le côté. Voilà. David, le souci que je n'arrive pas à régler, c'est que même si mes externes sont acceptés sur le tenant invité, ils sont toujours considérés comme externes sur Teams. Très bonne question, David. Alors, en fait, tu as deux statuts pour tes utilisateurs. Une fois que tes utilisateurs sont arrivés dans le tenant cible, par défaut, ils sont considérés comme des guests. Il y a un petit attribut qui s'appelle type member. Et tu regarderas, le time member, toi, il est certainement guest. Et l'astuce, en fait, c'est de les passer en tant que member, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question et si oui ou non, tu avais déjà caressé l'idée de changer le statut time member de guest vers member. Et ça, d'ailleurs, c'est une précision. Merci, David, parce que c'est très important. Si d'ailleurs, on veut étendre un petit peu les possibilités des utilisateurs invités sur le tenant cible, c'est important de les passer en tant que member. Parce que si on les passe en tant que member, ils auront droit à faire quelques petites choses supplémentaires qui peuvent être sympas, comme par exemple être propriétaire d'équipe Teams, créer des share channels, ce genre de choses, quoi, par exemple. Bonjour, est-ce que la détection des utilisateurs, risky user, fonctionne avec des utilisateurs synchronisés? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse, Sofiane. Là, je vais être complètement transparent, je n'ai pas la réponse. De mon point de vue, en fait, de mon point de vue, je dirais que non, en fait, parce que les risky users, ils vont être listés dans le tenant source, évidemment, mais dans le tenant cible, on va se concentrer sur les utilisateurs à part entière, mais pas les guests déjà de base. Donc, bien qu'une relation de confiance se soit établie intertenante, je ne pense pas nécessairement qu'ils rentrent en compte dans les risky users, puisqu'en plus, on fait confiance ou non, hein, d'ailleurs, mais on fait confiance aux jetons d'authentification du tenant de source. Donc, et oui, Franck, notamment chez Evans, ouais, tu connais un peu le contexte. C'est évidemment de Evans que je parle quand je fais mon retour d'expérience. Voilà. Et oui, il existe un script pour ça, pour les passer à member. Alors, je ne sais pas si il existe dans la littérature sur le web, hein, j'entends, mais en tout cas, nous, pour Evans, c'est Alexis et moi qui l'avons développé, mais bon, c'est pas grand-chose. Ensuite, David Viegas, c'est à quel endroit exactement sur Intra C'est à quel endroit exactement sur Intra pour les passer de... Ouais, ça se fait en PowerShell, en fait, David. C'est pas pour le coup, c'est pas en interface graphique. Enfin, pardon.
Nous, pour le coup, on ne l'a pas fait en interface graphique la première fois, on l'a fait en PowerShell, mais effectivement, en fait, dans le cross-tenant sync, tu as du mapping quand tu configures ton cross-tenant sync. Et tu as du mapping d'attributs. Ça veut dire que tu peux dire à la source tel attribut, à la cible, je veux que ça devienne ça. Okay, et dans ce mapping-là, c'est là que tu vas le dire. Tu vas dire le type member à la source, qui est guest, et bien dans ton mapping, à la cible, tu vas mettre type member, member. Voilà. Est-ce que tu vois à peu près dans le cross-tenant sync où est-ce que tu as ton mapping? Bah, en attendant que David réponde, je vais passer à la suite. Donc, j'avais dit que je ne ferais pas de partage d'écran, mais si je vois qu'on est arrivé à la fin de la présentation et qu'on a encore du temps, pourquoi pas faire un petit partage d'écran et repasser sur les points dont on a besoin. Ça peut être aussi une solution. Donc ensuite, si on aborde la gouvernance et la gestion de projet, donc comme évoqué précédemment, la cartographie des besoins et des rôles intertenantes. La cartographie des besoins, en fait, ça va être, on va dire, la première pierre de la pyramide, ça va être de dire, eh bien voilà, j'ai telle population d'utilisateurs qui ont besoin d'accéder à telles applications. Et donc, ça va nous permettre, nous, de configurer notre cross-tenant sync en conséquence. L'idée, dans un souci évidemment de sécurité, ça va pas être de dire je vais synchroniser tous mes utilisateurs qui ont accès à tous les applicatifs dans l'autre tenante. Non. On va essayer d'y aller de manière un petit peu plus granulaire. On va identifier des populations qui vont avoir besoin d'accès à certains applicatifs. Et évidemment, le cross-tenancy nous permet cette granularité-là. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, aujourd'hui, on a autorisé un groupe d'utilisateurs à accéder on en est à 147 applicatifs. Mais au début, on y est allé vraiment au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'on leur a donné accès uniquement aux services Microsoft 365 dont ils avaient besoin. Ça voulait dire qu'on leur avait donné accès à SharePoint, à Teams, SharePoint, Teams, Power BI pour certains, Power Platform pour d'autres. Et voilà quoi. Maintenant, on est rendu effectivement à 147 applicatifs, mais au tout début, vraiment, on est allé par granularité, quoi. D'ailleurs, aussi, un petit point d'alerte sur ça. Un jour, on s'est présenté, on a voulu ajouter par l'interface graphique une application supplémentaire, donner l'accès à ces fameux invités, une application supplémentaire. On ne pouvait pas. L'interface nous rejetait en fait. Donc on a cherché dans la littérature Microsoft si on faisait face à des limitations ou quoi. On est allé voir dans le Message Center de Microsoft 365 s'il y avait potentiellement un problème lié à ça. Bref, on ne trouvait rien. Donc finalement, on a fait appel à Microsoft. Microsoft est resté pas mal de temps sans réponse non plus, donc ils ont escaladé jusqu'à l'équipe produit. Et en fait, by design, la solution ne permettait pas d'ajouter plus de, je crois que c'était 130 applicatifs, quoi. Donc, l'astuce, en fait, ça a été de jouer avec la configuration du tenant cible aussi. C'est-à-dire que dans un tenant, dans le cross-tenant sync, on a le droit de dire OK, vous avez le droit d'aller accéder à telles applications, mais en retour, si jamais dans le tenant cible, il n'interdit pas l'accès à telle ou telle application, eh bien, l'utilisateur distant pourra accéder à l'applicatif qui n'a pas été interdit. Donc, on a joué de cette manière-là, vous voyez. Voilà. Bon, ceci dit, peut-être que depuis le temps, Microsoft a corrigé ce petit désagrément. Là, pour le coup, je ne peux pas trop vous dire, mais bon, voilà. Sachez que c'est un petit problème qui existait auparavant. Quel horaire est déterminé dans le cas de meeting entre USA et France? Je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'infos, Dominique, par rapport à cette question. Dans quel cadre, en fait? Dites-moi. L'horaire, en fait, ça va être, c'est comme un meeting classique, hein. Ça va être le créateur de l'événement, hein. L'horaire sera basé sur le fuseau horaire du créateur de l'événement. Si on parle d'un meeting Teams à Outlook, puisque de toute façon, les meetings sont hébergés dans Exchange. Donc,
Je fais une petite aparté, mais il faut savoir que Microsoft Teams est hébergé fonctionne grâce à 3 serveurs principalement. Donc, on a d'une part le serveur SharePoint, parce que du coup, Teams va se servir de SharePoint pour pouvoir héberger ses fichiers, ses dossiers, son architecture. Mais en revanche, pour tout ce qui est chat et meeting, c'est le serveur Exchange qui va tourner derrière. Et évidemment, on a besoin de Azure, enfin de Entra ID, pour tout ce qui est la partie authentification des utilisateurs et gestion des membres. Voilà. Romain, ça veut dire que ce qui n'est pas interdit est automatiquement autorisé, pas trop du point de vue sécu. Oui, bien sûr, c'est comme le conditional access, c'est la logique que Microsoft a adoptée dès le départ, en fait. Le conditional access, c'était la même chose. Ça l'est toujours. La logique devrait être l'inverse. Non, ça, c'est une logique de firewalling. Donc, devrait pourquoi pas, ça c'est une interprétation qu'on peut en faire, mais en tout cas pour le conditional access et le cross-tenant sync, en fait, tout ce qui est, enfin, beaucoup de choses de sécu Microsoft sont basées sur cette logique-là, quoi, finalement. Voilà. Mais effectivement, j'ai déjà vu des personnes, des ressources avec un background firewalling qui ne comprenaient pas le conditional access parce que c'était la logique inversée, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Romain, mais en tout cas. Donc, ensuite, pour continuer en termes de gouvernance et gestion de projet, il faut évidemment, il ne faut pas se démunir d'une bonne communication aux utilisateurs avant de déployer la solution. Parce que pour eux, mine de rien, c'est du positif, mais ça va changer leur quotidien. Donc, du coup, pour pas qu'ils soient pris au dépourvu, il va falloir leur dire, bon, mais maintenant, si vous souhaitez collaborer, par exemple l'équipe des ventes, vous n'aurez pas besoin d'attendre qu'un admin crée votre compte utilisateur externe, ou vous n'aurez pas besoin nécessairement d'attendre une invitation, ainsi de suite. Vous allez être automatiquement invité sur telle équipe et vous allez pouvoir collaborer immédiatement. Par contre, il faudra certainement leur dire, à partir de ce jour-là, vous allez pouvoir switcher d'équipe dans Teams et comment le faire. Voilà. Donc, pour ne pas les prendre au dépourvu, effectivement, il faut communiquer auprès de ces utilisateurs. Ensuite, la gouvernance IT, sécurité, conformité, SLA. Donc, je pense qu'on a à peu près évoqué ces sujets-là. Par contre, effectivement, il ne faut pas s'affranchir de gouvernance, mine de rien, lorsqu'il s'agit de cross-tenant sync, notamment dans la gestion des groupes invités, en fait. Parce que il va falloir avoir une gouvernance assez claire, garder les mêmes conventions de nommage, par exemple, pour le nom de nos groupes. Donc, votre gouvernance historique, votre convention de nommage historique, il va aussi falloir l'appliquer au groupe d'invités, si vous en avez effectivement. Voilà. En termes de sécurité, il faut aussi très certainement avoir un alignement entre les accès conditionnels, entre les deux tenantes. J'entends par là que, par exemple, moi, le retour d'expérience que je peux vous faire, alors, ce n'était pas dans le contexte bancaire à proprement dit, ce sont des sociétés de leasing automobile, mais par contre, ces deux sociétés appartiennent à un gros groupe bancaire. Donc, qui dit gros groupe bancaire dit exigence de sécurité élevée. Et bien que les sociétés soient des groupes de leasing, elles doivent quand même s'assujettir à quelques règles de sécurité. Règle numéro 1 pour nous, c'était d'avoir le même niveau de sécurité entre les deux tenantes. OK ? Pourquoi c'est très important? Parce que si vous faites le choix de faire confiance aux jetons d'authentification Azure du tenant cible, vous voulez que le jeton n'ait pas été distribué de manière pas très sécure, d'accord? Donc, du coup, il va falloir faire des réunions entre les deux équipes de sécurité de chaque côté et dire, eh bien voilà, nous on délivre des jetons parce que ça, dans tel contexte, ainsi de suite. Est-ce que c'est OK pour vous? Sinon, comment on peut faire pour remédier à ce problème-là? Et ainsi de suite. Nous, on a dû faire une mise à niveau par rapport à ça, effectivement. Parce qu'en fait, le tenant partenaire, lui, par exemple, il délivrait des jetons à du BYOD, vous voyez. Nous, en revanche, on ne fait pas de BYOD. Donc, du coup, finalement, on a tranché, on a dit, il n'y aura pas de BYOD. Ça veut dire que les utilisateurs du tenant distant, avec leur device perso,
bah, ils ont toujours pas le droit de venir sur notre tenante à nous. Voilà. Donc, il y a des alignements de sécurité à faire de part et d'autre pour pas qu'il y ait de trous dans la raquette, quoi. Voilà. Donc, les facteurs de succès d'un tel projet, ça va être évidemment le sponsoring d'un point de vue DSI. Il faut vraiment que tout le monde soit impliqué et que la communication, elle soit encadrée. Les alignements de sécurité que je viens d'évoquer, la collaboration, et partir sur un déploiement progressif, c'est-à-dire de ne pas tout accorder en un seul bloc, mais vraiment au préalable d'identifier quels utilisateurs pour quels applicatifs, quel travail collaboratif. Et une fois que ça c'est fait, on peut passer sur notre POC. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Pour l'instant, non. Donc, on arrive un petit peu à la fin de la présentation, la roadmap et le positionnement. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont en constante évolution. Ça, je peux vous le confirmer parce qu'on voit des choses neuves apparaître assez fréquemment, mine de rien, dans l'interface graphique. D'ailleurs, David, toi qui l'as déployé, peut-être que tu lui as fait le même constat que moi, je ne sais pas. On est sorti de la preview, j'ai mis entre parenthèses preview, mais on est sorti de la preview depuis un bon petit moment. Cependant, je ne crois pas que c'était encore beaucoup déployé. Comme évoqué d'ailleurs précédemment, hein, le déploiement du cross-tenant sync, moi, clairement, j'identifie 2 cas de figure. Ça va être dans un contexte évidemment de fusion-acquisition, mais ça sera une première brique avant une migration. Okay. C'est-à-dire que très souvent, dans des contextes d'entreprise, on va déployer le cross-tenant sync, mais à moyen terme, on planifie une migration intertenante. Okay. Et le deuxième contexte que j'identifie, c'est si on a un partenaire régulier, fréquent, de confiance, ouais, effectivement, là, on peut aussi déployer du cross-tenant sync sans nécessairement envisager une migration derrière. Voilà. Donc, les évolutions attendues, ça va être une flexibilité accrue, l'intégration de la gouvernance un peu meilleure, voilà, parce qu'on a un petit peu à redire. Je ne vous cache pas que quand même, Microsoft est très réactif sur le sujet parce que, grosso modo, à chaque fois qu'on avait une petite interrogation, il se trouvait que quelques temps après, la fonctionnalité était disponible. Et en tout cas, j'ai rarement vu autant de réactivité que sur ce produit-là, le cross-tenant sync. Donc, voilà. Et en comparaison, le cross-tenant sync, si on devrait le comparer avec d'autres solutions, ben, c'est vrai qu'on pourrait avoir des scripts customisés qui font à peu près les mêmes choses, mais concrètement, on est sur de l'usine à gaz et qui, pour le coup, serait très, très chronophage pour les administrateurs. Pour l'utilisateur, on pourrait quasiment parvenir aux mêmes choses, mais en tout cas, pour les administrateurs, ce serait un vrai poids. J'ai mis dans la balance aussi l'Azure AD Connect parce que c'est vrai que l'Azure AD Connect utilise un petit peu le même fonctionnement. On pourrait tout à fait envisager de pourquoi pas synchroniser les identités on-prem vers le même tenant. Je l'ai déjà vu, ça se fait, il n'y a pas de souci. Et ensuite, le dernier que j'ai mis dans la balance, c'est Identity Manager, mais quel que soit le provider d'ailleurs, qui pourrait nous permettre de synchro aussi. Enfin voilà. Le coût du cross-tenant sync, Romain, principalement le coût des licences P1 des deux côtés. Voilà. Donc c'est quand même coûteux parce que ça nécessite une licence par utilisateur, donc l'addition peut quand même chiffrer. Ouais. Alexandre, du coup, si une migration est prévue par la suite, est-ce que ce n'est que du temporaire? Quels sont les avantages à passer par le cross-tenant sync dans un premier temps? Eh bien, Alexandre, pour nous, l'avantage, c'était que dans un contexte, donc sur 40 000 utilisateurs dispatchés entre 2 environnements, en fait, la migration, elle ne se fait pas comme ça. La préparation de la migration, l'époque, ainsi que le passage en production, vous pouvez compter à peu près 3-4 ans de migration, quoi, vous voyez. Donc pendant ces 3-4 ans-là, mine de rien, les utilisateurs, ils ont quand même besoin de collaborer de manière efficace. Donc du coup, c'est là que le cross-tenant sync est la réponse à nos problèmes, en fait.
Voilà. Et plus largement, même, hein, en introduction, j'ai parlé du multi-tenante organisation. C'est le multi-tenante organisation qui est la réponse. Parce que même si le cross-tenant sync en est la composante principale, il faut quand même mettre du FreeBSD et de la fédération entre les tenantes. Mais grosso modo, oui, c'est ça. Ouais. De mettre du cross-tenant temporaire, c'est évidemment d'autoriser les deux à collaborer. Voilà. Après, évidemment, si on est sur une structure je dirais, à moins de 500 utilisateurs, la question, elle peut se poser. Vous avez 500 d'un côté, 200 de l'autre, j'en sais rien, mais en gros, l'ordre d'idée, il est là. Et encore, et encore. Mais bon, la question, elle peut se poser. Est-ce que temporairement, ça vaut le coup que j'investisse sur du cross-tenant, sachant que dans un an, on a migré? Voilà. La question peut être légitime. Ça, je l'entends parfaitement. En revanche, sur des plus gros contextes, nécessairement, je pense qu'il faut passer par du cross-tenanting, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Alexandre. Franck, en termes MDM, comme il n'y a pas de BioID en place, comme tu l'as bien souligné, ça c'était dans notre contexte à nous, hein, Franck, pour raison de sécurité, est-ce que la partie COP pro et personnel, notamment pour la partie smartphone, organisée, gérée et sécurisée par Intune, est plutôt préconisée chez ton client? En fait, ce qui est préconisé, tout simplement, quoi, c'est d'avoir des devices compliant qui ne sont pas des BYOD, quoi, tout bêtement. Hein. Je fais peut-être un raccourci, mais toujours dans ton contexte de collaboration, intervenant avec le customer, j'entends. Ouais, tout à fait, ouais, toujours dans mon contexte. Ouais. Ouais, tout à fait. Là, pour le coup, il n'y a pas, comment dire, à se faire des nœuds, des nœuds au cerveau, le BYOD côté ALD. Enfin, du moins, côté source, il n'est pas autorisé, donc pas de sujet. Pas de sujet. Après, on peut fournir des workarounds, quoi. On a eu fourni des workarounds, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Citrix et compagnie, des Videsk. Voilà. Donc voilà, bien écoutez, en conclusion, si on devait retenir quelques points clés par étape que j'ai évoqués, pour la DSI, effectivement, c'est de la réduction des coûts, mine de rien, des coûts humains d'intervention, et évidemment, tout en conservant un niveau de collaboration sécurisé élevé. Je tiens à dire que Microsoft a mis l'emphase là-dessus, et c'est bien. Du point de vue architecture, il faut retenir que c'est une solution native, hein, qu'on l'a à disposition dans Entra-ID, qu'elle est scalable, qu'elle est intégrée. Du point de vue administrateur, c'est une configuration centralisée et une administration centralisée aussi. Et on a un peu de supervision dedans, mine de rien. Et d'un point de vue chefferie de projet, c'est un accélérateur pour des projets intertenantes. Donc, c'est-à-dire que le projet il prend une autre tournure. Quand vous avez du cross-tenant sync et que vous avez des utilisateurs qui doivent accéder à une application métier de l'autre côté, le projet il prend une autre tournure quand vous avez du cross-tenant sync. Il va être beaucoup plus simple à mener et plus rapide. Voilà. Et évidemment, la recommandation, c'est toujours de lancer un POC sur un cas d'usage concret. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la plupart de vos interrogations. Est-ce que vous en avez d'autres? N'hésitez pas. Parmi vous dans le chat, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que mine de rien, on est quand même une vingtaine de participants. Donc, j'imagine que d'autres se sont posé la question de pourquoi pas déployer le cross-tenant sync. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Franchement, on est là pour ça. C'est le moment. Sinon, ce que je vous propose, tu disais que l'avantage, c'est simple à mettre en place, c'est ça? Ouais. En fait, effectivement, la mise en place n'est pas si compliquée que ça sur le papier. La difficulté, c'est plutôt le mapping, disons, le mapping des attributs. Et encore, la mise en place est plutôt simple. Par contre, il y a quand même pas mal de questions à prendre en considération. C'est-à-dire, quels utilisateurs, effectivement, c'est important. Quelles applications, c'est important. Il y a quand même, voilà. La détermination du scope, en fait, elle n'est pas si simple parce que sur des gros contextes, comme tu sais, elle est quand même, ça peut être très étendu, voilà, parce qu'il y a beaucoup de
collaboration intertenante, mine de rien, sur des gros contextes. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Et oui, je me doute que tu t'en souviens quand même. C'était marquant. À l'époque, quand on a déployé le cross-tenant sync chez Microsoft, ils nous disaient qu'ils en avaient peu ou pas déployé encore. Donc, du coup, c'était un peu nouveau aussi pour les ingés Microsoft. Et on s'est régalé quoi, sur ce projet-là. C'était vraiment super, quoi. C'était vraiment super. Et en plus, nous, on l'avait couplé avec du information barrière. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais du coup, il y avait ces considérations-là aussi à prendre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, information barrière, en fait, c'est la segmentation d'un tenant. C'est-à-dire qu'on va mettre nos utilisateurs dans des segments et on va dire tel et tel segment, ils n'ont pas le droit d'interagir entre eux. Et ça, en fait, c'est nécessaire quand il y a des carve-out. Par exemple, vous avez vendu une entreprise, mais le carve-out est toujours en cours et les utilisateurs travaillent toujours sur votre tenant. Pour autant, vous ne voulez plus qu'ils interagissent sur votre infra, sur vos SharePoint, votre Teams, et qu'ils interagissent avec les collègues des autres pays, par exemple. Voilà, donc, du coup, c'est là que vous allez faire des segments et dire, je vais mettre tel pays dans tel segment, et ça sera le segment dans lequel ils n'auront pas le droit de communiquer ou d'interagir avec les autres segments, par exemple. Et donc, du coup, nous, on a dû aussi prendre ça en considération quand on a déployé le cross-tenant sync. Là, je rajoute un brin de complexité, mais c'est toujours bon à savoir pour ceux qui ont du information barrière aussi, ou qui prévoient d'en mettre d'ailleurs. Voilà. Est-ce que la présentation vous a plu? Dites-moi dans le chat. Ouais, puis je vois que les gens commencent à partir, donc du coup, je pense qu'on peut aussi doucement finaliser la session pour vous libérer, tout simplement. Merci à tous. Merci à ceux qui doivent nous quitter. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Ouais, merci à ceux qui doivent nous quitter. Moi, je peux rester pour quelques questions si vous avez besoin, il n'y a aucun souci. Et Franck, coexistence toujours au sein du même tenante avec eBay. Oui, tout à fait, toujours au sein du même tenante. Enfin, du coup, nous, dans notre contexte, on avait une société qui avait la solution officielle de Microsoft, information barrière, et on avait l'autre société qui avait que du script. C'était que du script, que du script. Donc, du coup, c'était pas tout à fait la même chose. Ils avaient moins de contraintes, ceux qui avaient scripté à fond, entre guillemets. Ils avaient moins de choses à prendre entre guillemets, en considération. Enfin, merci, franchement, merci à vous d'être venus, hein, Jérôme, Thomas, Alexandre, Michael, Romain, Franck, Dominique, vraiment merci. Hein. Moi, j'aime parler de tout ça, donc avec grand plaisir. Merci à tous. Merci tout le monde. Et au revoir tout le monde. Un bon appétit. Au revoir. Il y a encore des questions, je te laisse. Il y a encore des questions, je prends. Ouais, au revoir. David. Ils doivent partir, au revoir. Au départ, avant de mettre en place le cross-tenant, j'avais importé les fiches utilisateurs en tant que contact via PowerShell, OK, afin qu'ils apparaissent dans la gale, OK. L'objectif est de disposer d'une base d'autocomplétion pour les utilisateurs. Le cross-tenant, le problème, c'est que les adresses apparaissent avec le suffixe, bien sûr. Est-ce que ce suffixe est obligatoire ou existe-t-il un moyen de le modifier? Oui, David, le moyen, c'est de mettre en place le multitenant org que j'évoquais en préambule, en fait. En gros, le multitenant org, quand on clique sur le bouton mettre en prod, grosso modo, ça fusionne les contacts dans la gale, et du coup, ce ex, il disparaît. L'utilisateur final, lui, pour le coup, il voit uniquement son collaborateur distant. Voilà. Et donc, quand il lui envoie un mail, le mail sera envoyé et correctement reçu. Et quand il va l'inviter dans Teams, il n'aura pas la sensation d'inviter le guest, quoi. Il va inviter vraiment la personne. Voilà. Par contre, nous, on a fait machine arrière sur cette fonctionnalité-là, parce qu'en gros, on avait besoin de se sécuriser sur le rollback, si toutefois on avait besoin du rollback. Et en gros, on a demandé à Microsoft, si on a besoin de faire un rollback, est-ce qu'on peut revenir à la situation initiale, dans la situation où notre gale, elle n'était pas uniforme. Et en fait, on n'a jamais été rassuré sur ce point-là, donc du coup, on ne l'a pas déployé. Voilà. Bon, personnellement, mon avis perso,
je trouve que est-ce que nécessairement on avait besoin d'être rassuré sur ce rollback-là, vu le gain que c'est pour les utilisateurs en bout de ligne. Mais bon, voilà, tu sais comment ça se passe en entreprise. Des fois, il faut être rationnel. Si on n'a pas de rollback valable, on ne fait pas quoi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, David? Ben, ça dépend en fait, David, des besoins de collaboration que tu as entre tes deux tenantes. Si tu as des utilisateurs qui ont besoin de collaborer dans les deux tenantes, disons tenante A vers tenante B et vice-versa, à ce moment-là se pose la question effectivement de le faire sur les deux tenantes. Ouais. Par contre, si c'est une collaboration unilatérale, que tu as des utilisateurs qui vont collaborer uniquement dans le tenante B ou inversement, là, tu n'es pas obligé de le faire dans les deux tenantes. Vers tenante B, pas l'inverse. Donc, c'est clair. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Après, souvent, c'est vrai que. Par contre, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi, du coup, c'est unilatéral chez vous. Parce que bien souvent, c'est dans les deux sens, en fait. Et du coup, j'aimerais bien en connaître la raison. Comme ça me fera un cas d'usage de plus dans la musette. De rien, Alexandre. Bonne journée. Merci d'être venu. D'accord. Et du coup, ça collabore que dans un seul tenante. Ok. Il nous reste un peu de temps, Nathalie, ou pas? Ah, Nathalie est partie. Alors là, Franck, le stade brestois, c'est à Roland qu'il faut demander. Moi, je suis à mon grande dame, supporter des Girondins de Bordeaux. Et j'ai pas tellement envie de te dire où ils en sont. Parce qu'ils sont vraiment trop bas. Ok, mais écoutez, si vous n'avez pas plus de questions techniques que ça, je vous propose qu'on se quitte là. Encore merci d'avoir participé. Puis je pense qu'il va être temps d'aller manger pour nous tous. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que de toute façon, après, Nathalie vous recontactera aussi pour savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez un besoin. Merci. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.